Bonjour à tous, je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de la SFEN, et la SFEN est ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour notre série de webinaires Réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Alors comme vous le savez, cette série s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet France 2030 sur les réacteurs innovants, qui vise à faire émerger de nouvelles technologies de réacteurs. Et la SFEN s'est donné le devoir de présenter tous ces acteurs, de comprendre leurs projets, leurs stratégies, leurs technologies. Et aujourd'hui, nous atteignons déjà le dixième numéro de cette série, et c'est montrer combien cet écosystème est vif, combien il y a une vitalité de jeunes startups, de jeunes entreprises qui veulent proposer des concepts pour assurer l'approvisionnement énergétique du pays, mais également décarboner l'industrie en France et au-delà de nos frontières. Et aujourd'hui, c'est une pépite du CEA, c'est une des startups SME par le CEA que nous accueillons, c'est Blue Capsule. Et deux des fondateurs vont nous présenter cette entreprise. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Edouard Ourcade, qui est président et Chief Technical Officer, et Alexei Lokov, qui est Chief Commercial Officer. Euh, Nous allons leur laisser présenter leur concept pendant une trentaine de minutes environ. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous prendrons vos questions. Alors, vous en avez l'habitude maintenant, on utilise l'outil Slido pour poser ces questions. Vous voyez un petit S noir sur fond blanc en haut de votre interface Teams. En cliquant dessus, vous aurez une interface pour poser votre question et pour voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, que nous prendrons donc dans l'ordre des votes à la fin de la présentation. Voilà pour la petite introduction. Edouard et Alexei, je vous laisse la parole pour nous présenter Blue Capsule. Bonjour, merci Ludovic. Alors, je partage la fenêtre du diaporama. Je fais ça. Et vous me dites si vous voyez. C'est bon, Edouard, on vous voit bien. Ok. On vous voit bien la présentation. Bonjour à tous, merci d'être là pour Blue Capsule. Alors, je vais commencer cette présentation par un chiffre. Le chiffre, c'est 20. Donc 20 fois la consommation d'énergie primaire de la France est utilisée chaque année dans l'industrie mondiale pour simplement chauffer des composants pour produire nos biens de consommation courants, qui sont l'ammoniac, la soude, l'hydrogène, même le verre, l'acier. Donc on utilise beaucoup de chaleur dans le monde de l'industrie pour produire nos biens de consommation. Quand on pense à la transition énergétique, on pense souvent à l'électricité, comment décarboner ce vecteur. Mais ce vecteur électricité est assez mal adapté pour décarboner la chaleur. Donc, ce challenge-là, décarboner les sites industriels gros consommateurs de chaleur, c'est le challenge Blue Capsule. Et ce challenge, on souhaite le mener sans modifier l'outil industriel. Donc, apporter une chaleur bas carbone, fiable, aux consommateurs, aux gros consommateurs. Donc le site que vous voyez ici, donc en fond d'écran, c'est un site industriel typique qui produit de la soude. On a mis tout ça dans un environnement assez sec, parce que Blue Capsule peut être refroidi uniquement avec de l'air. Et là, vous voyez sur ce site, on a 6 capsules. Donc la totalité produit à peu près 1 gigawatt de puissance pour les grands sites industriels. Donc ce challenge-là de décarboner l'industrie, bon, on l'a mené avec une équipe qui a à la rencontre de 3 mondes. Le monde de la technologie, le monde de la finance et le monde du business développement. Donc, comme j'ai été présenté, je m'appelle Edouard Ourcade, donc je suis fondateur et responsable technique de Blue Capsule. Mon dernier travail au CEA, c'était responsable de la conception et réalisation de systèmes expérimentaux pour le réacteur Jules Horowitz, qui est en construction à Cadarache. Et bon, depuis 20 ans, je navigue au CEA. Grâce au CEA, je navigue dans le monde du nucléaire, de la conception à la simulation des systèmes, jusqu'à la réalisation, donc plus récemment sur le réacteur Jules Horowitz, mais aussi pour Astrid, où on a fait pas mal de dérisquage technologique. Donc sur Astrid, j'ai été responsable du lot sûreté puis du lot chaudière d'Astrid pendant 5 ans. Et voilà, donc j'ai été formé notamment à l'INSTN. Donc la finance, c'est Alexis Burdeau, c'est notre CFO. Donc lui, il est directeur financier dans l'assurance vie. Il est ingénieur généraliste de formation. Et depuis 15 ans, il a navigué entre l'industrie des verres, l'entrepreneuriat familial et maintenant l'industrie des finances. Et je passe la parole à Alexei. Je suis Alexei Lokov, voilà, donc je suis un des cofondateurs et j'ai fait toute ma carrière dans le nucléaire et j'ai fait connaissance d'Edouard quand j'ai travaillé au CEA où j'ai démarré ma carrière il y a plus de 7 ans. Et je m'occupe essentiellement des sujets d'industrialisation et de développement de business
chez Blue Capsule. Merci. Alors ça, c'est l'équipe, et sans oublier l'équipe du CEA qui nous accompagne. Alors les défis qu'on s'est proposé de relever avec Blue Capsule, donc on l'a vu, remplacer le charbon et le gaz dans l'industrie chimique et être compétitif par rapport à ce vecteur-là. Donc c'est notre objectif principal, la compétitivité. L'efficacité, donc comment convertir la chaleur vers la chimie, de manière efficace. La résilience, comment colocaliser de manière sûre un réacteur nucléaire et une usine chimique de type Céveso. Donc, tout le monde pense à ZF et tout ce qui peut se passer sur un site chimique. Donc, ça a été un de nos axes de développement, premiers axes de développement où on a fait des études d'agression de sites avec Aegis, mais j'en reparlerai. Et donc, un système avec une vitesse de déploiement en lien avec l'urgence climatique, de construire le plus vite possible. Alors, quel défi maintenant, quel système? Donc, Blue Capsule, c'est une plateforme haute température innovante. Alors, je vais parler de la logique de développement, donc je présenterai le système dans le détail après, mais nous sommes partis d'un combustible mature et intrinsèquement sûr, qui rend par design la fusion du cœur impossible. C'est le combustible TRISO, j'en parlerai après. Combustible TRISO qui est traditionnellement utilisé dans les réacteurs HTR, mais qui ont une faible densité de puissance. Donc, on augmente leur densité de puissance avec un métal liquide dense et éprouvé, le sodium. Et le résultat, c'est qu'on a un système simple et compact. Et je le détaillerai un peu plus après. Comme il est compact, il nous permet, on peut facilement l'enterrer et le rendre résistant aux agressions. Et comme il est simple, en convection naturelle, sans pression, on vise une performance économique élevée. Alors, si je vais un peu plus loin dans les performances du système, vous voyez au centre de cet hexagone, il y a la chaudière de Blue Capsule. Donc, ce sont des modules de 150 MW thermiques. Donc, on a un système de conversion d'énergie qui nous permet de faire l'électricité également, mais le cœur de métier, c'est la production de chaleur à 700 degrés pour la production d'hydrogène, de soute, d'ammoniac, mais aussi préchauffé pour l'industrie des verres et des métaux également. On fonctionne à l'uranium enrichi, donc ce qui nous permet de viser un marché mondial. Et dans les pays où c'est utilisé, on peut brûler du plutonium avec une grande efficacité, comme ça a été montré dans le passé. La particularité de Blue Capsule, c'est qu'il utilise l'air comme caloporteur tertiaire ou secondaire. Je vais rentrer un peu dans le détail. Donc ici, vous voyez les échangeurs au-dessus du réacteur. Ils sont directement refroidis par l'air à faible pression. Et donc cet air-là, il peut être celui d'un cycle combiné gaz. Donc on peut préchauffer l'entrée d'un cycle combiné gaz existant et donc le décarboner en partie. Donc, le réacteur est refroidi sans eau, réacteur la chaudière, et l'objectif de notre simplification, c'est de construire en 3 ans les modules de Blue Capsule. Alors, et donc on a un processus de protection en cours. Alors, un tout petit peu plus de détails sur la chaudière. Donc, Blue Capsule, c'est un croisement un peu unique de concepts technologiques éprouvés. Donc, les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, vous avez eu à la scène plusieurs webinaires sur ces technologies, donc Hexana, par exemple, ou Autrera également. Et puis, les réacteurs HTR, qui sont des réacteurs qui ont fonctionné dans le passé, qui fonctionnent encore aujourd'hui au Japon, en Chine, et qui, donc, l'ensemble de ces deux systèmes sont déjà bien connus des réacteurs, des régulateurs et des fournisseurs. Et donc, c'est compatible avec le déploiement qu'on vise dans la décennie. Donc, Blue Capsule utilise du microcombustible TRISO. Donc, vous voyez, il est présenté ici. Bon, si vous avez regardé le webinaire Jimmy de l'année dernière, c'est le même type de combustible. Il est intègre jusqu'à 1800 degrés et sa particularité dans notre cas, c'est qu'il est refroidi dans une piscine de sodium en convection naturelle. Donc, je peux la présenter ici. Donc là, pour ceux qui sont familiers avec les chaudières de réacteurs à neutrons rapides, on a le cœur qui est posé sur une chaudière qui est suspendue. On a le sodium chaud qui monte, qui extrait la chaleur des hexagones ici en jaune, et qui est refroidi dans les échangeurs qui sont pas marrons. On ne voit pas la partie d'échange à l'intérieur, mais faites-moi confiance, c'est ici. Donc, c'est des échangeurs qu'on a déjà développés grâce au CEA et à Astrid. Il y a une zone de retournement au-dessus et il se refroidit, il redescend et il rentre par le bas. Donc, on a une boucle de convection naturelle dans le système. Donc, on a quelques innovations dans Blue Capsule qui sont nécessaires pour la topologie du réacteur. Donc, Blue Capsule vise, peut-être
pas dans ces tout premiers instants, mais en tout cas vise un rechargement continu pour limiter les teneurs en uranium 235 dans son combustible. Et il permet des manutentions sans pollution au sodium. Donc moi, j'ai travaillé 5 ans sur Astrid, donc toutes les contraintes associées à la manutention des composants en sodium, on les a exclus du design. Donc on a un sodium qui convecte dans un volume clos et qui n'est jamais en contact avec les composants manutentionnés, afin de limiter les contraintes associées à ce fluide. Alors, dans quel écosystème on se situe? Donc, c'est l'écosystème des SMR, des Small Modular Reactors. Donc, on a essayé, bon, c'est plus facile de se noter soi-même, mais on a essayé de le faire quand même, de se situer dans un espace à 8 dimensions: la maturité technique, la production électrique, la production de chaleur, la simplicité et la passivité, le temps de déploiement, résistance aux agressions et sûreté/compacité. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la physique des cœurs, c'est plus simple de faire un réacteur sûr s'il est peu compact. Donc, c'est plutôt un ratio sûreté/compacité qu'on présente ici. Et donc, on a essayé de se noter dans cet espace-là et on a comparé à d'autres réacteurs. Donc, par exemple, ici, c'est le réacteur chinois HTR qui est en exploitation. Donc, on voit qu'il a une meilleure maturité technique puisqu'il fonctionne. Par contre, c'est un réacteur en pression avec des circulateurs actifs. Voilà, résistance aux agressions est moindre, je pourrais expliquer pourquoi. Le temps de déploiement en Occident est moins aisé également. Et la simplicité de passivité est moins bonne aussi, puisqu'on a, je l'ai dit, plein de composants actifs. Donc, les réacteurs à haute température à sel fondu, donc il y en a en projet aux États-Unis. C'est un peu une nouvelle technologie également qui partage les mêmes objectifs d'optimisation qu'au Blue Capsule, à savoir densifier les HTR. Donc, le réacteur s'appelle Kairos. Donc, on l'a situé également dans cet écosystème. Les réacteurs eau pressurisés, donc ceux-là, on les connaît un peu mieux. Donc, c'est typiquement Neward ou d'autres, des petits REP. Donc là, qui ont une maturité technique supérieure, qui sont très bons pour la production électrique, mais qui sont limités en chaleur et également en simplicité et passivité, par exemple. Les réacteurs rapides au sodium, alors ils ont été pas mal discutés sur cette chaîne, entre guillemets, donc à la SFEN. Donc on voit qu'ils sont très bons pour le recyclage des déchets, que leur maturité technique est bonne également, que la production électrique est performante. Ils sont moins bons sur d'autres domaines. Les réacteurs rapides au plomb, comme le Nucléo par exemple, voilà, qui lui a une maturité technique qui est moins bonne, qui est très bon aussi pour les déchets et la production électrique. Les rapides à sel fondu, donc qui sont très à la mode, il y a une technologie émergente avec une maturité technique faible, qui est très performant pour recycler les actines mineures notamment, mais qui a d'autres inconvénients. Voilà, donc le Blue Capsule, on pense, est un des meilleurs compromis dans cet espace, large espace de SMR, avec en particulier des performances sur ces 5 critères ici. C'est là que je passe la parole à Alexei sur l'écosystème de la chaleur. Merci Edouard, si tu peux montrer toute la slide, ça va être plus simple. Donc, évidemment, le marché, comme Edouard l'a dit dans l'introduction, le marché de la chaleur est gigantesque, c'est des dizaines de milliers de térawattheures et c'est comparable avec la consommation primaire des géants économiques comme la Chine ou les États-Unis. Si on prend comme le but de Blue Capsule, c'est de décarboner les sites existants en premier lieu, des usines chimiques, dont les besoins sont énormes aussi à l'unité. Ce sont souvent des clusters et chaque usine dans le cluster consomme 300 et 200 mégawatts thermiques d'électricité. Donc il faut des grosses unités. Et Blue Capsule, qui a une puissance unitaire élevée et qui peut être colocalisée avec des sites chimiques, ça c'était notre but. Donc elle peut adresser ce marché gigantesque qui, rien qu'en Europe, représente qu'il y a de la place théorique, bien sûr, pour presque 1000 Blue Capsules. Aujourd'hui, ce marché de la chaleur est surtout couvert par la chaleur faite avec du gaz naturel. On connaît l'histoire du gaz, donc il y a la dépendance à l'importation, bien sûr. Ça, c'est un sujet politique, mais il y a aussi le prix qui est très volatile.
Le gaz était bon marché pendant un grand nombre d'années, mais avant les années 2000 et depuis quelques années, le gaz est très très cher et très volatile. Donc, dans ce contexte, le nucléaire a certainement sa place de manière générale et Blue Capsule en particulier pour les usages envisagés. Nous visons, donc là, le coût de revient, nous mettons une limite supérieure à 50 € le mégawattheure en thermique, sachant que nos estimations permettent de viser les chiffres bien en dessous de cette valeur, mais nous préférons, par prudence, montrer une limite haute, parce que les projets nucléaires, on connaît comment ça se passe. Tant que ce n'est pas fait, on n'est jamais à l'abri des surprises. Les quelques slides qui suivent, si tu peux passer au slide suivant, donc, vont montrer quelques exemples de comment on s'intègre site chimique aux utilisateurs finaux. Donc pour ça, on a 3 produits. C'est l'air à 700 degrés et on peut produire plus de 300 tonnes par heure d'air à cette température, à 10 bars. On peut faire de la vapeur dans un intervalle assez large de température, mais allant jusqu'à 650 degrés à basse pression et à 400 degrés à une pression un peu élevée, à des volumes de plus de 100 tonnes par heure. On peut aussi faire de l'électricité, même si ce réacteur n'est peut-être pas le mieux adapté pour faire de l'électricité pour un HTR, qui a normalement un rendement élevé, mais on peut quand même produire de l'électricité ou coproduire de l'électricité avec une efficacité d'environ 30%. Sachant que les applications principales que nous visons avec les sites chimiques, c'est l'usage de la chaleur haute température et de l'air haute température également. Donc, on va montrer quelques exemples rapidement. On pourra revenir dessus la question qui va suivre. Mais si on prend l'exemple des usines de production de la soude, ce sont des grosses usines qui consomment énormément de chaleur, produites souvent avec soit avec du charbon ou avec du gaz naturel. Il faut des centaines de tonnes par heure à 230 ou jusqu'à 300 degrés de température. Donc, typiquement, on a pris l'exemple d'une des usines au monde, en fait, qui se trouve en Est. Il produit 1,5 million, 2 millions de tonnes par an. Et donc, on peut complètement décarboner ce site avec 6 unités capsules colocalisées sur site. Donc, si on passe à slide suivant, donc les quelques slides qui vont suivre montrent l'usage qui est très d'actualité, c'est la production de... Tu peux montrer le slide suivant, ouais, merci. Donc c'est le précédent. Ouais. Et en fait, c'est la production, donc comme on produit de la chaleur, et pour produire de l'hydrogène, on sait que l'électrolyse haute température, ça permet de consommer moins d'électricité pour produire de la chaleur. Donc l'électricité, elle peut être fournie par le réseau ou par les énergies renouvelables. Donc ici, nous avons considéré un cas d'électrolyseur haute température. Tu peux montrer l'exemple suivant. Un autre procédé qui est beaucoup plus chimique et à la base qui a été développé pour les réacteurs à eau légère supercritiques, c'était un procédé développé cuivre-chlore, développé au Canada. Donc pour prendre la vapeur à 400 degrés d'un réacteur à eau supercritique. Donc nous l'avons adapté pour Blue Capsule et c'est quelque chose qui est parfaitement compatible, sachant que bien sûr c'est un procédé assez innovant et bien sûr des ajustements pour être industrialisé. Des applications, slide suivant. Merci. Donc, pour toutes les technologies de transition, en fait, si les Blue Capsules sont déployées rapidement sur des sites existants, donc en fait, on peut, même sur des technologies actuellement en service de formage de méthane, en fait, grâce à la chaleur apportée par Blue Capsule, on peut réduire de 30% d'un tiers
l'empreinte carbone de ce procédé, ce qui est significatif. Si on va un peu plus loin, un slide suivant, et on va vers une technologie de pyrolyse. Donc là, il y a des technologies qui sont actuellement à l'étude aux Pays-Bas et aux États-Unis. Donc ici, on a pris un exemple américain. Donc là, on peut, en fait, grâce à la chaleur apportée par un réacteur nucléaire comme Blue Capsule, on peut vraiment craquer complètement la molécule de méthane, produire de l'hydrogène et du C solide, donc valorisable par ailleurs dans le ciment, dans la construction, et donc ça fait voilà, ça émet pas de CO2, ça permet d'éviter les émissions de CO2. Et le dernier exemple, c'est ce qui reprend un peu le sucre d'hydrogène à la base, c'est la production d'ammoniac qui aujourd'hui est responsable d'une très très grande part de consommation d'hydrogène et donc de gaz naturel, d'ammoniac et des engrais, parce qu'il y a une unité de vaporéformage et le process de Haber-Bosch pour synthétiser l'ammoniac. Et les deux parties nécessitent de la chaleur. Ici, on peut imaginer un cas où la production d'hydrogène grâce à la chaleur de Blue Capsule et le procédé Haber-Bosch sur des sites existants soit complètement décarboné grâce à la technologie nucléaire sur des sites existants. Et ce cas est intéressant, comme Edouard l'avait évoqué au début. En fait, on a commencé le design en prenant en considération les agressions externes, parce que le but, si on doit colocaliser les Blue Capsules avec des sites chimiques, donc la question d'agression externe se pose de manière encore plus accrue que pour des centrales nucléaires habituelles. Et donc, on a regardé par simulation un cas extrême. Donc, on a colocalisé Blue Capsule à une distance similaire de l'explosion qui a eu lieu à AZF. On a étudié l'impact sur les structures de réacteurs enterrés et les conclusions ont été positives en fait. Donc, bien sûr que les études ultérieures vont devoir le démontrer en plus de détails, mais les résultats étaient très encourageants pour juger de la compatibilité de Blue Capsule avec les sites chimiques. Merci Alexei. Donc là, je vais poursuivre par nos phases de développement et comment on se projette dans l'avenir. Donc en 2022, donc on a incorporé, comme on dit, Blue Capsule en novembre. Comme on l'a dit, on a fait des études de licensing, de colocalisation, de stratégie industrielle et on a produit avec une équipe que je présenterai après un rapport de préfaisabilité assez dense. Donc beaucoup de réflexions, beaucoup de théories, mais assez vite. On est tous issus du nucléaire, mais aussi du monde de la construction. On s'est projeté dans la preuve de concept. Et donc, la période 2023-2024 va être l'occasion de faire une analyse à échelle laboratoire de notre système, faire des premières démonstrations de conversion d'hydrogène de chaleur en hydrogène et des tests aussi de manutention du réacteur. On vise de manière ambitieuse à la fin de 2024 une équipe d'équivalent 150 personnes. Pour nous projeter ensuite à partir de 2025 vers un prototype non nucléaire qui, lui, représentera quasiment la totalité de notre Blue Capsule en termes de fonctionnement, donc à part le nucléaire en lui-même, mais tout le reste devrait être identique. Notamment, on s'en servira pour développer un simulateur, faire des analyses de fonctionnement, faire du licensing, faire aussi de la qualification des quelques briques techno qui sont moins matures. Et on affinera le couplage chimique. Tout ça pour déployer à partir de 2027 commencer à construire un premier démonstrateur qui pourrait démarrer en 2035. Alors évidemment, on n'est pas seul dans cette aventure. Donc le CEA, vous l'avez compris, nous aide beaucoup. EGIS est un partenaire important, donc il va être partenaire de notre appel à projet France 2030. Framatome est également à nos côtés, notamment Cerca pour tout ce qui est ligne de fabrication, Tréso, donc on échange avec eux sur ce sujet-là. Métaux spéciaux, ça a été dit, Tractebel et Platom pour la sûreté. Alors, quelle est notre vision marché un peu asymptotique, Donc, le net zéro, c'est 2050, c'est notre objectif. Notre objectif à nous, c'est 200 modules en opération à travers le monde avec 1 milliard d'euros de revenus.
Alors l'équipe, j'en parlais, donc l'équipe de Blue Capsule, c'est celle qui nous a aidé à faire ce rapport de préfaisabilité. Certains sont sous contrat, d'autres simplement bénévoles. Donc on a une équipe performante avec de l'expérience en réalisation. Et donc tous les secteurs du nucléaire sont représentés ici. Alors, je vais finir notre présentation avec une synthèse de ce que c'est que Blue Capsule. Donc, Blue Capsule, c'est d'abord une équipe expérimentée en conception et construction en nucléaire. Ensuite, c'est un système très simple et rentable, donc simple en convection naturelle, sans pression, et rentable pour les mêmes raisons, parce qu'il a peu de composants classés, et donc il a une autre performance économique. Il permet la production en masse de composés bas carbone, donc hydrogène, l'ammoniac, mais la soude également, et permet de préchauffer également d'autres industries. Et enfin, il présente une grande adaptabilité et résilience. Donc notre objectif, c'est de décarboner des sites partout dans le monde et donc avoir une résilience des systèmes à toutes les conditions d'environnement, que ce soit l'ambiance site ou toutes les agressions potentielles qu'un réacteur peut subir. Donc, simplifier à l'extrême donc un système nucléaire pour qu'on puisse le mettre dans toutes les usines, ça a été notre objectif et j'espère que votre objectif, ce sera de nous aider à le réaliser. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui était très complète. C'est un bon round-up du projet. Alors, je vous rappelle que pour poser vos questions, c'est le petit S Slido en haut sur lequel il faut cliquer. Il y a déjà une bonne dizaine de questions, certaines assez complexes. N'hésitez pas donc à poser d'autres questions ou à voter pour celles qui vous semblent les plus pertinentes. On va commencer par prendre, on va prendre les deux premières parce que les deux premières portent sur le combustible. Donc, je vous pose les deux questions et je vous propose d'y répondre globalement. Première question, c'est le combustible est-il recyclable? Sinon, que devient-il? Et quid de la fermeture du cycle? Et la seconde question qui va avec, vous l'avez évoqué au début, c'est qui peut ou qui va produire vos particules triso? Donc, est-ce que du coup, vous pouvez faire une sorte de round-up sur le combustible en général, d'où il vient, comment est-ce qu'il est traité, qu'est-ce qui devient en fin de vie, etc. Sur le combustible, évidemment, c'est un sujet au cœur de nos préoccupations. Donc, pour l'instant, on a des contacts, en particulier avec, je l'ai dit, je crois, dans ma présentation, avec Framatome Cerca, qui a construit l'expérience sur la licence Nukem allemande au début des années 2000, à l'époque où la France a relancé un grand programme de réacteurs au gaz. Donc, le CEA a refabriqué des particules triso, les a irradiées. Framatome, enfin à l'époque Areva, avait un projet qui s'appelait Antares et a testé tout un ensemble de briques technologiques, a fabriqué des compacts combustibles. Et donc, toute cette techno, elle a une grande maturité. En tout cas, dans le passé, ça a été vraiment poussé. Donc, on souhaiterait, autant que faire se peut, réutiliser ce REX. Donc, on discute avec Cerca pour des chaînes pilotes et puis même des chaînes industrielles. Alexei, tu veux parler du retraitement peut-être? Oui, volontiers. Et même, enfin, juste pour finir ce que tu viens de dire, c'est un très bon résumé. En fait, nous, quand même, Blue Capsule, c'est un HPR. Et on est persuadé que d'autres HPR verront le jour sur la planète. Donc, on est assez confiant que la supply chain va suivre, parce que c'est une technologie qui est vraiment excellente pour faire de la chaleur et qui est très sûre. Après, concernant le recyclage, c'est vrai que c'est un vaste sujet, puisque particules triso qui sont très robustes, bah, naturellement, c'est pas si simple de les recycler. Nous savons que dans le passé, nous avons étudié le REX qui a été fait, le REX en Allemagne, en Russie, dans d'autres pays technologiques sur le recyclage. Il y a des solutions, y compris des solutions un peu innovantes, où on gèle les particules à une très basse température pour les casser par la suite. On sait qu'il y a eu des démonstrations de recyclage du combustible non irradié de Force en brun américain pour récupérer la matière. Donc, la technologie n'est pas disponible aujourd'hui, elle n'est pas sur l'étagère comme pour les réacteurs à eau légère, pour les combustibles usés des réacteurs à eau légère, mais nous sommes en contact et nous envisageons dans le cadre de ce projet. Nous travaillons déjà avec un grand acteur français de recyclage pour étudier cette question en profondeur. Et je voudrais rajouter deux points. Donc sur la question du recyclage et du cycle. Donc
en fait, si l'objectif du recyclage et du cycle fermé dans un parc REP existant, comme en France, c'est souvent de stabiliser les inventaires en plutonium, donc d'arrêter d'augmenter les inventaires en plutonium. Donc, il a été démontré que les HTR sont d'excellents candidats pour contribuer à cet exercice-là. Donc, on produit le plutonium dans les REP et on fait ce qu'on appelle deep burn, donc ça c'est un terme anglais, qui montre qu'on peut avoir des taux de combustion extrêmement élevés dans les HTR pour stabiliser l'inventaire en plutonium. Et ensuite, soit ces particules-là, on est capable de les recycler et on les réinsère dans le cycle. Donc ça, la technologie, on l'a dit, n'est pas sur étagère. Soit, et ça a été démontré également, on réutilise directement les particules, on les met dans les matrices en verre que l'on connaît bien, qui seront utilisées à la Hague, et on peut les stocker comme environnement définitif. Ensuite, un dernier point sur les technologies de recyclage pour compléter ce qu'a dit Alexei. Dans les années 2010, il y a une technologie qui s'appelle la fragmentation à haute tension qui a été développée au JRC. Donc je connais bien celui qui l'a développé. Donc on a montré qu'il était assez facile avec ces technos-là, et que ça a été montré en inactif, comme Alexei l'a dit, ça a été déjà démontré qu'on pouvait le faire. Ensuite, c'est plutôt un choix, je dirais, sociétal. Donc je pense qu'il y a des pays qui n'auront pas forcément cet objectif-là de faire ce recyclage. L'option est complètement ouverte pour Blue Capsule. Et donc on étudie également, et je finirai là-dessus, la possibilité d'intégrer des combustibles innovants dans Blue Capsule pour raccrocher le cycle combustible REP, mais j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais on a des innovations qui permettraient d'utiliser du combustible REP innovant dans les HTR, et ça, c'est l'avenir peut-être, selon les pays. Juste peut-être une petite précision aussi, qui est annexe au recyclage, on n'en parle pas beaucoup, c'est en fait toute la logistique associée au transport de matières, les combustibles usés, etc. Et pour des pays qui vont décider opter pour une option de stockage définitif entre combustibles usés, pour ça, il faut développer les emballages et tout ça, et ça fait partie de nos réflexions de supply chain. Oui, les emballages font partie de la C'est une seule question globale, en fait, de gestion du cycle de combustible. Ok. Merci pour ce point. Question suivante est apparue très très tôt dans le fil de discussion, ça a dû drôlement interpeller la personne qui participe. Il pose la question, décidément le CEA essaime énormément d'entreprises au final. Comment vous situez-vous par rapport à Hexana, Stellaria et d'autres? Ce sont des farouches concurrents, y a-t-il de la place pour tant de concepts? Je pense qu'en fait, on n'est pas concurrent, donc depuis, comme vous l'avez peut-être suivi, la semaine dernière, on a fait un événement qui s'appelle le Demo Day Fast CEA, donc on a présenté nos 5 concepts. Moi, j'ai grandi dans le réacteur à neutrons rapides en froid d'iode-sodium, je connais très bien leurs avantages, leurs inconvénients, leurs limites de déploiement. Donc, pour moi, on n'est pas du tout sur le même secteur. Je pense que se cantonner au plutonium, c'est un secteur, c'est celui de la France ou de quelques autres pays dans le monde. Et effectivement, le cycle fermé, on peut penser que c'est l'avenir du nucléaire, mais c'est pas forcément une vision partagée par tous les acteurs. Donc on n'est pas concurrent. Je dirais que le marché du réacteur à neutrons rapides, il existe vis-à-vis du cycle du combustible dans certains pays. Mais voilà. Et donc on est sur des technologies qui ont vraiment cet aspect cycle. On n'est pas concurrent, nous on est vraiment sur la chaleur à haute température, multisite. Donc le domaine dans lequel effectivement on aura de la concurrence, et c'est la recherche de financement, parce que les financements, il faudra les trouver dans l'ensemble de l'écosystème financier. Donc ça, effectivement, mais sinon sur le client, l'aspect client, je pense que on a des applications assez bien séparées. Même si effectivement Hexana présente l'utilisation de la chaleur industrielle, effectivement. Mais en fait, et d'ailleurs, je pense que ce changement en France, j'ai passé mon enfance dans un pays communiste, mais je peux vous dire que je préfère avoir plus de compétition que moi, et ça, c'est un changement majeur. Et je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir de compétition en France. Donc, il n'y a pas un concept et tout le monde mise dessus. Il y a plein d'idées et c'est très bien. Et en fait, ouais. Je dirais qu'on est vraiment parti, je pense qu'une des spécificités de Blue Capsule, c'est de partir du prix, voilà, du prix de la chaleur. On est parti du prix de la chaleur, on a dit,
on pourrait avoir un nucléaire qui fait papa-maman, hein, je ne veux pas être péjoratif, mais qui fait tout, hein, qui fait le cycle du combustible, qui recycle les actines mineures, etc. Mais ce n'est pas forcément le même nucléaire que celui qui est compatible, qui est concurrent avec le gaz. Et je pense qu'effectivement, il faut savoir choisir ses combats. Donc nous, à Blue Capsule, on n'a pas choisi le combat du cycle du combustible, même si c'est encore... on n'est pas orthogonal avec les stratégies nationales, mais pour autant, on a choisi le combat de diminution du coût. Donc, système sans pression, pas de pompe, très peu de systèmes classés et une grande protection, une grande résilience vis-à-vis des systèmes chimiques. Enfin, c'est ça nos axes d'optimisation. Alors la question suivante est un peu du même ordre. On nous demande quel sera le processus d'arbitrage entre les projets appelés par le CEA, donc 5 projets, et à quel stade du planning présenté interviendra-t-il? Le planning que vous avez présenté ne risque-t-il pas de retarder votre planning? Alors, j'aimerais te répondre sur la première partie. C'est pas tellement le CEA qui va arbitrer, c'est l'appel à projet français qui va arbitrer qui va d'étape en étape. Mais du coup, pour le reste de la question, du coup, vous, comment ça va influer votre planning, le déroulement de l'appel à projet français? Comme pour tous les autres projets, on a une deadline là. Écoutez, là, dès que je vais raccrocher, je vais me remettre au dossier parce que notre objectif, c'est de le remettre cette semaine. Voilà, donc demain et pour à la fin du mois pouvoir défendre notre dossier technique devant une commission dans laquelle le CEA participe, mais il n'est pas le seul participant, évidemment. Donc le CEA a un rôle dans cette sélection, mais donc l'objectif, c'est qu'il ait un avis objectif sur ces différents concepts. Hein. Donc voilà, donc je dirais nous, c'est l'appel à projet et notre capacité à lever des fonds en regard de cet appel à projet qui va driver notre développement. D'accord. Et qui sera global. Hein. Donc on vise aussi, comme on vise un marché international. Voilà, le marché français, c'est un des candidats. Vous l'avez compris, le marché mondial s'ouvre à nous pour le marché et aussi également pour les financements. Ok. Alors, la question suivante est plus technique. Au début de la présentation, vous avez évoqué le rechargement continu du réacteur. On vous demande c'est quoi le rechargement continu? Et du coup, est-ce que la question est liée ou pas? Pas forcément. Et quels sont les enjeux de radioprotection? Alors, le rechargement continu, pour ceux qui connaissent la technologie des HTR à boulet, il est bien connu. Hein, les HTR à boulet, comme c'est le cas en Chine, sont des boulets de graphite dans lesquels sont dispersées les microparticules trésor que je vous présentais avant. Et en temps réel, elles sont déchargées par le bas, puis réintégrées par le haut. Donc, je dirais que les HTR sont, par essence, voilà, bien câblés pour faire ça. En revanche, les HTR prismatiques, comme c'est le cas pour Blue Capsule, en général, on les recharge pas en continu parce qu'ils sont dans une enceinte sous pression et on les arrête pour les recharger. Donc, il y a une option un peu d'innovation sur Blue Capsule qui nous permettrait de remplacer des éléments combustibles en exploitation du réacteur, en retirer des blocs hexagonaux et en remettre des neufs sans arrêter le réacteur. Et avec 2 objectifs d'optimisation, limiter la quantité d'uranium 235 qu'on va utiliser, donc limiter l'enrichissement. Et l'autre objectif, augmenter la disponibilité du réacteur, l'arrêter le moins possible, et l'arrêter uniquement lors des grandes maintenances, peut-être décennales, qu'on aura pour ce réacteur. Et alors, du coup, il y avait une deuxième question, pardon. Qui était sur la radioprotection, du coup. Est-ce que ça nécessite des gens, ces opérations? Est-ce que ça expose des gens à des niveaux de radiation plus élevés qu'une opération de chargement de développement classique? Non, je dirais que potentiellement, oui, si on faisait ça avec des gens, hein, mais là, l'idée, c'est que tout soit robotisé. Donc, on aura une action à distance et robotisée qui permet d'éviter la dose aux travailleurs, évidemment. D'accord. Mais en fait, c'est pas quelque chose de très nouveau, comme Edouard l'a dit. C'est applicable pour les HTR, mais les réacteurs britanniques, par exemple, ou les tendus au Canada, sont rechargés au contenu. C'est quelque chose qui... Il n'y a que les réacteurs à hausse pression qui ne peuvent pas être rechargés en fait continu, mais dès qu'on est dans un système à pression basse ou avec une facilité d'accès au cœur, c'est quelque chose qui est même privilégié par certains constructeurs parce que ça permet d'augmenter la pression d'utilisation en fait de l'unité. D'accord. Question suivante. Alors, effectivement, vous avez présenté un benchmark qu'on n'avait jamais vu, je crois, dans aucun des 9 épisodes précédents, qui est la comparaison, vous savez, entre les différents types de réacteurs, la matrice avec 5 entrées. Donc, vous pose la question, le benchmark que vous présentez est très intéressant. Est-ce que c'est une estimation maison? Comment a-t-elle été réalisée?
Bon, on a essayé d'être parfaitement honnête dans cette estimation-là. Donc, c'est pas une estimation. Elle aura d'autant plus de valeur qu'elle aura été faite par par un organisme indépendant. Hein. C'est plus facile de se comparer, c'est ce que j'expliquais au début. Mais donc, on a essayé de prendre. Bon, ben, je pourrais repartager ça, hein, mais on a essayé de. Je sais pas si vous. Non, hop, hop. On a essayé de se classer de la manière la plus objective possible. Donc, les secteurs où on était un peu moins bon, typiquement la production, la production d'électricité, on a des rendements un peu moins bons. Je ne vais pas repartager parce que ça nous amènerait un peu loin, mais voilà, on a essayé d'avoir une analyse un petit peu objective, puisque ce secteur SMR est foisonnant. Je dirais, il y a beaucoup de réacteurs, donc les gens sont un peu perdus pour beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de techno, et pas qu'en France. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'avoir une méthode pour se comparer. Voilà. Donc, c'est une méthode. Oui, sachant que c'est vraiment une comparaison, c'est pas un jugement. Mais c'est pour se situer par rapport aux autres. En fait, on l'avait fait pour cette présentation, juste pour expliquer comment on se situe. Mais c'est pas un jugement sur d'autres concepts. Non, bien sûr. Nos concurrences ailleurs, en fait, hein, comme on a évoqué avec la question précédente, notre concurrence, c'est le gaz. Hein. Donc, non, mais c'est intéressant qu'on n'avait jamais vu. C'est vrai que ça interpelle forcément et c'est vraiment intéressant de mener ce genre de comparaison, de comprendre les avantages des uns et des autres. Voilà, bon, voilà, super. Voilà. Très bien. Voilà. Avant l'échange en off, pour tout vous dire, on échangeait en disant que l'investissement était une question qui se posait de plus en plus et ça n'y manque pas. La question suivante porte sur l'investissement. D'après vos contacts avec les industriels, sont-ils prêts à investir dans la technologie? Je te laisse répondre à Alexei ou comme tu veux. La question courte, c'est oui. La question un peu longue, c'est quand, on va dire. En fait, aujourd'hui, nous sommes en discussion avec plusieurs acteurs industriels qui sont à l'étape d'études de faisabilité, parce qu'on se projette quand même, on a pris un calendrier classique pour le déploiement de la technologie, en prenant en compte le licensing français en benchmark, mais aussi d'un des clients potentiels en Europe. Donc, ce qui nous emmène quand même à un horizon un peu lointain pour l'utilisation de cette technologie. Mais nous sommes bien sûr en discussion avec des acteurs. Comme ce n'est pas encore formalisé, nous préférons ne pas les mentionner. Mais bien sûr, le but de l'exercice, c'est de discuter, c'est de déployer cette technologie sur des sites qui ont vraiment besoin de la chaleur pour se décarboner et rester dans le marché. Et pour qui c'est critique. Mais ce n'est pas que des industriels, c'est aussi des organismes financiers qui cherchent à des technologies qui peuvent aider les industries où ils ont investi à se décarboner. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qui est en train de se monter. C'est très positif parce que ça contribue à l'objectif commun de décarboner l'industrie. Mais bien sûr que nous espérons que ce projet sera financé par un industriel qui sera aussi utilisateur final de la technologie. Ouais. D'accord. Mais il y a le premier industriel qui ne va pas être utilisateur de la chaleur, mais qui est le CEA. Je précise quand même. Ah oui, oui, bien sûr. On revient au combustible. Vous avez parlé de fabrication de triseaux avec du plutonium. Où en est la R&D sur ce type spécifique de combustible? Alors, ça a été réalisé. Donc, en fait, il y a eu, pour ceux qui se rappellent toujours de la même période, à la fin des années 90 au début des années 2000, il y a eu tout un programme, porté par les Américains qui s'appelait, alors c'était Megatons for Megawatts, je crois, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc, l'idée, c'était de brûler brûler le plutonium militaire russe dans des réacteurs HTR aux États-Unis. Donc, enfin, pour être tout à fait complet, il y avait deux volets à ce programme. Alexei se rappelle peut-être. Donc, il y avait le volet HTR et puis il y avait aussi un volet MOX en réacteur REP. Donc, il y avait les deux volets existaient. Donc, il y a eu des essais d'irradiation de particules triseaux chargées de combustible au plutonium, avec comme je disais, des taux de combustion de l'ordre de 200, 300, 400 gigawatts-jour par tonne. C'était des taux de combustion extrêmement élevés avec un plutonium, évidemment, un petit peu particulier. Mais donc, je dirais là, je pense, à ma connaissance, c'en est un peu resté là.
Je pense qu'il n'y a pas de difficulté conceptuelle, hein. Nous, on est parti sur un combustible MOX, tout ce qui est avec de l'oxyde, hein, pour rester je dirais dans le cycle du combustible connu en France. Donc évidemment, la chaîne de fabrication est toujours un peu plus compliquée quand on fabrique avec du plutonium par rapport à l'uranium, mais sur la technologie en elle-même, elle est parfaitement transposable. Ensuite, il y a sûrement de la R&D. Et côté réacteur, en fait. Côté spectre aussi, hein, pour notre cas. Donc, ça, Oui. C'est vraiment. Oui, c'est très bien. Voilà, le plutonium, dans un spectre très thermique, ça marche très bien. Ouais. Bien sûr. Mm. Alors, vous avez un peu commencé à répondre tout à l'heure, Alexei, mais avez-vous déjà des prospects pour un déploiement industriel? Est-ce qu'il y a déjà un démonstrateur qui commence à être prévu quelque part? En fait, aujourd'hui, on a fait des études de faisabilité. En fait, on regarde, on a commencé un peu large, mais il y a des cas qu'on voudrait pousser un peu plus loin. Nous sommes en discussion avec les acteurs industriels sur ce volet, des acteurs assez différents. Concernant la démonstration, comme Edouard l'a présenté, en fait, nous visons pas mal sur le démonstrateur non nucléaire que nous devrions faire dans le cadre de développement de notre projet, qui va servir à plusieurs choses, en fait. D'une part, à tester certaines choses, préparer les dossiers de sûreté, récupérer les données qui vont alimenter aussi le dossier de sûreté. Mais aussi, on réfléchit en fait à un couplage de ce démonstrateur de nucléaire avec un client potentiel pour qualifier également et avoir de l'expérience sur l'intégration d'un démonstrateur non nucléaire, mais qui va reprendre beaucoup d'éléments de capsule, notamment thermique, électrique et autres, mais aussi en termes de pilotage. Oui. Et le fonctionnement d'une vraie usine avec une vraie charge. Donc ça, et ses contraintes. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier. Nous ne pouvons pas faire d'annonce malheureusement aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs pistes. On ne sait pas qui va arriver en premier, mais ça fait partie de nos objectifs. Donc juste pour compléter également, donc on a comme objectif également de pouvoir travailler avec des partenaires de la chimie qui nous aideront à développer des briques technologiques pour faire la conversion de chaleur à 700 degrés vers des composés chimiques. Donc il existe des technos sur étagère, mais le spectre doit être amélioré. Et donc un des objectifs possibles et qui est intéressant, hein, pour les industriels, c'est de commencer par déployer cette technologie là pour l'utilisation de leur chaleur, la valorisation de leur chaleur fatale en stockage chimique. Et ensuite, une fois que la technologie nucléaire est prête, on vient se greffer, réutiliser la brique de conversion et en même temps apporter de la chaleur décarbonée. Donc on a vraiment va essayer de se déployer si les partenariats sont là, sur deux volets, le volet conversion chaleur vers chimie et le volet chaleur décarbonée, comme vous l'avez vu, qui est quand même le cœur de notre produit. Okay. Vous voyez, à chaque fois, dans les étapes, on a la première démonstration HIT to H2 et couplage chimique également. Donc, on va essayer de porter cette brique techno et éventuellement de la développer en parallèle. D'accord. Question suivante, on revient à la technique pure. Quel est le modérateur? Nous posons comme question. C'est les graphites. C'est les graphites. C'est en fait, pour être tout à fait transparent, donc le projet Blue Capsule n'était pas un axe de R&D du CEA pendant des années. Donc on l'a proposé nous, moi étant au CEA, on en a fait une start-up du CEA, mais cette technologie n'était pas étudiée au CEA avant Blue Capsule. Donc on est parti, donc on avait des moyens, je dirais, pour la développer qui n'étaient pas historiques, je dirais. Et donc on est parti du cœur du HTTR du japonais, le réacteur japonais existant et qui va redémarrer. Et on a essayé de le refroidir, de trouver la manière la plus intelligente de le refroidir avec du sodium. Et c'est comme ça que Blue Capsule est né. Donc on est vraiment parti de la physique d'un réacteur existant, le HTTR au Japon, et on a dit comment faire, il fait 30 MW, comment faire qu'il puisse en faire 150. Et donc, on a augmenté la capacité d'extraction de la puissance exactement comme on vous l'a décrit. D'accord.
Alors, la question suivante, ce type de réacteur est adapté seulement à un contexte industriel ou peut-il être reconverti, prévu pour des contextes civils? Alors, comme le téléchauffage, je ne suis pas sûr d'avoir ce que le téléchauffage, le chauffage urbain, je pense. Jura, oui. Ouais. Sans doute. Bon, on l'a pas étudié dans notre cas d'application, ouais. Mais en fait, comme vous avez vu plusieurs présentations, la valorisation de la chaleur fatale, c'est un sujet hein, qui est pour tous. Donc la cogénération, le principe de cogénération peut s'appliquer à Blue Capsule. Si on, c'est bon, il y a des réseaux de chaleur urbaine nucléaire dans le monde, hein, donc il y en a en Russie en particulier. Donc des réacteurs qui valorisent leur chaleur fatale pour des réseaux de chauffage urbain, ce n'est pas c'est pas de la science-fiction. Ça existe. Donc, si on arrive à avoir un écosystème adapté, on pense que c'est un écosystème complexe. Hein, que l'écosystème de la chaleur nucléaire pour le chauffage urbain, c'est un écosystème complexe, mais c'est une opportunité. On vise néanmoins à se positionner sur des grands bassins industriels qui ne sont pas forcément très bien, toujours très proches de grands lieux de population, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Le site de Fos-sur-Mer, par exemple, est très près de l'agglomération Aix-Marseille, donc avec peut-être des possibilités de transport à basse température de chaleur. On ne l'a pas étudié, hein, pour être tout à fait honnête, en cette phase amont. Mais une précision, de manière générale, en fait, on vise en priorité les applications qui ne peuvent pas être décarbonées par une électrification. Donc, se chauffer à l'électricité, avec des pompes à chaleur, ça marche bien, oui. C'est plus simple. Ouais. Bien Mais sûr. par contre, produire de l'ammoniac avec l'électricité, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut changer de procédé, il faut changer d'usine. On va y arriver aussi. Il y a des solutions avec les électrolyseurs, production d'hydrogène, des procédés qui vont améliorer la débauche. Mais on vise en priorité la soude, typiquement, ou la production de la soude. On ne peut pas décarboner, on ne va pas chauffer, on ne va pas produire de l'électricité avec une source bas carbone pour derrière chauffer les résistances et produire de la vapeur. Ça n'a pas de sens. Donc, Oui, on bien vise sûr. en priorité les applications vraiment difficiles, des secteurs difficiles à décarboner. Et il est évident que quand on fait appel à une solution nucléaire, c'est que c'est quelque chose de gros et qu'on ne peut pas faire avec d'autres moyens. C'est vraiment une efficacité maximale pour un impact aussi visible. Et donc, effectivement, les gros clusters chimiques qui ne peuvent pas être décarbonés par une simple électrification ou un apport de l'hydrogène vraiment bon marché. Donc, ça, c'est typiquement les applications que nous visons. D'accord. Alors, on vous demande quelle est la durée de vie de Blue Capsule, enfin du réacteur, pas de l'entreprise, quel impact pour l'activité industrielle? Alors, j'aimerais d'aller plus loin, même si vous pouvez nous décrire le cycle de vie complet du réacteur, les maintenances, les arrêts étranges, vous parlez de visite décennale tout à l'heure. Alors, combien de temps ça dure et comment est-ce qu'on fait la maintenance de ces réacteurs dans le temps et comment, du coup, ça impacte effectivement l'activité industrielle? Donc, le réacteur Blue Capsule, il est parti d'une technologie de chaudière des réacteurs à sodium. Donc, on connaît bien le cycle de vie de ces réacteurs-là, leur durée de vie maximale. Voilà. Donc, comme elle était New Astrid, comme sans doute le sont d'autres réacteurs au sodium, on vise une durée de vie de chaudière de 60 ans. Hein, donc, c'est notre objectif de conception. Alors, de manière, notre tentative, c'est de faire des visites décennales. Ce sera peut-être des visites tous les 15 ans. Enfin, je veux dire, la notion de décennale, elle est un peu héritée des REP. Mais donc ça dépendra vraiment. Ce sera un résultat de conception détaillée. Quelles sont nos structures critiques, celles qu'on doit remplacer. Et donc, évidemment, dans le cycle de vie, on a deux options. Soit on remplace les composants critiques sur place, mais c'est structurant pour les infrastructures. Soit on transporte la capsule directement dans l'usine pour faire sa maintenance tous les 10 ans, ce qui est l'option privilégiée. Voilà. Ça évite d'avoir sur place tous les moyens de manutention en sodium. Donc on vise de ne pas avoir de moyens de manutention en sodium. Et du coup, on vidange le sodium sur site, on sort la capsule et on fait la maintenance sur un site industriel et on ramène la capsule une fois qu'elle a été
je dirais, refurbished, hein, comme on dit en anglais, mais en tout cas qu'elle a été mise à jour. Alors, on peut aussi imaginer que cette capsule, on est un ensemble de capsules et qu'on apporte directement une capsule neuve voilà, à un client et qu'il n'ait pas à attendre hein, que son système soit. Donc, ce qui posera des questions de propriété. Voilà. Il y a plein de questions qui se posent derrière qui ne sont pas encore résolues. Hein, mais est-ce qu'on louera la capsule? Est-ce qu'on louera le service? Donc là, toutes ces questions-là, si elles se posent dans le cycle des questions, c'est encore des questions ouvertes pour la stratégie industrielle. D'accord. On vous demande on revient au combustible, on vous demande quel est le taux d'enrichissement en uranium 235. Ça dépend bien sûr de notre stratégie de rechargement. Donc, si on est en rechargement continu, on vise de rester autour des 5% bien connus. Et si on est en batch unique, si on est enfin, pas forcément en batch unique, mais si on est en rechargement périodique, donc là, on s'autorise, comme tous les réacteurs HTR, à monter jusqu'à 15 à 20, mais on vise quand même plutôt de manière raisonnable autour de 10-15. Donc ensuite, ça dépendra de la technique économie d'ensemble. Techniquement, on pourrait utiliser de l'uranium à 20%, et puis faire des cycles plus longs. Et puis, donc il y a le compromis entre ce que va nous coûter l'enrichissement et ce que va nous rapporter la durée de cycle, si jamais si on a un rechargement périodique. Donc, je ne peux pas vraiment répondre. Est-ce que va faire la supply chain? Parce que si tous les autres acteurs au monde vont se mettre sur un combustible à 19,75, on ne va pas demander, on va s'aligner sur ça parce que ça peut avoir un impact potentiellement plus important que des optimisations locales neutroniques. Et en tout cas, un des défis de votre projet et aussi comme nos confrères, c'est effectivement l'utilisation de l'uranium enrichi à plus de 5%, qui reste un vaste sujet pour le nucléaire en général. D'accord. On essaie d'y répondre avec le rechargement continu, c'est une des réponses. Et si ça pose des questions, parce que le sujet est devant nous, hein, effectivement, l'option HALEU, donc High Assay Low Enriched Uranium, se posera avec sa chaîne d'approvisionnement, sachant que la supply chain dans ce domaine-là, elle n'est pas immédiate. Il ne reste plus beaucoup de temps et plein de questions. On va essayer d'en prendre une ou deux pour pas trop déborder. Question suivante. Pensez-vous que l'ASN soit prête à travailler avec vous et avec vos pairs? J'espère. On a eu grâce au programme FAST, des contacts avec l'ASN, hein, qui nous a expliqué les modalités dans lesquelles elle allait intervenir. Donc, les équipes de l'ASN et de l'IRSN qui sont compétentes sur ce sujet-là ne sont pas grandes, ne sont pas nombreuses. Donc, ils ont leur logique. Donc, nous, on est déjà une équipe assez constituée avec pas mal d'éléments. Donc, on pense qu'on peut déjà amorcer une discussion avec l'IRSN et l'ASN. D'ailleurs, c'est une de nos activités à venir à très court terme. On va lancer cette activité-là de licensing. Alors, on a quand même une chance, c'est que grâce à nos confrères Jimmy, ce sujet du HTR est revenu sur le devant de la scène en termes de licensing. Donc, la discussion sur la licensing du HTR, refroidi-au-gaz, certes, a été abordée. Et on connaît bien, moi pour avoir travaillé sur la sûreté à Astrid, l'ASN connaît bien ce que c'est qu'une chaudière au sodium et tout ce qu'on a développé dans Astrid comme moyen pour pallier aux inconvénients d'une chaudière à sodium. Donc, on estime que sur cet aspect licensing, on a beaucoup travaillé et on a déjà pas mal d'éléments qui nous permettront de discuter avec l'ASN très vite. Okay. Oui, ça c'est un point important parce que dans les cadres de notre étude de prévisibilité, en fait, le tome qui couvre les questions d'options de sûreté, etc., a été réalisé et structuré en connaissance de cause, en fait, en sachant comment fonctionne l'ASN pour faciliter leur travail, en fait. Donc, on n'a pas encore initié les démarches pour apporter un dossier déjà suffisamment garni et mature pour faciliter leur travail, sachant que techniquement, ils connaissent le sodium, ils connaissent maintenant les HTR, donc ça va bien se passer. Et nous avons fait appel aussi à nos partenaires finlandais pour avoir une contre-expertise, un regard en prenant le REX d'une autorité de sûreté européenne très stricte, mais avec des pratiques légèrement différentes. Donc nous avons essayé d'intégrer tout ça dans le document, ce qui nous amène à un certain niveau de confiance par rapport aux futures interactions, mais qui reste bien sûr ce qui reste à démontrer. Ok. Et dernière question rapide. Alors, je passe à la suivante qui était sur le financement. On a déjà largement répondu.
On vous demande quelle a été votre expérience sur le dépôt de candidature à l'AAP et quand est-ce que vous attendez une réponse? Ça, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc demain, on vise à finaliser le dossier. On avait déjà beaucoup d'échanges avec BPI sur le montage du dossier. Grâce au CEA et au programme FAST, on a aussi beaucoup échangé avec des gens qui avaient l'expérience de dépôt de dossiers BPI dans d'autres domaines. Donc normalement, si tout va bien, si on doit déposer le dossier demain et normalement le 29 juin, on devrait défendre notre dossier devant un jury. Et ensuite, les échéances suivantes, je crois que dans les quelques mois qui suivent, 2 à 3 mois, on a confirmation ou alors même directement libération de l'avance des capitaux par BPI sous réserve d'avoir trouvé des capitaux privés qui viennent en complément de cette enveloppe. Donc BPI ne donnera pas entre guillemets d'enveloppe si on n'a pas fait un consortium de financeurs autour des technologies. D'accord, ok. Malheureusement, on arrive à la fin de l'heure. Merci beaucoup, Edouard et Alexei, pour cet échange. On vous souhaite toute la réussite du monde. Merci. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette présentation. À très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.